Il est philosophe titulaire d'un 2A en philosophie et sciences humaines. Il a été révélé au public togolais par les écritures vagabondes, la comédie. Il s'est formé à la Comédie Saint-Étienne et au FESTEF. Il a été 2 fois primé du prix de la plume togolaise. Et puis en 2003, à la faveur de la bourse Beaumarchais, il réside au Maroc où il fait jumelage, il écrit et publie jumelage. Il a également publié des œuvres comme La Machine à Fou, des textes plutôt, comme La Machine à Fou et Le Puits dans l'œuvre collective Ballade théâtrale, tome 1 et 2, en 2013, puis 2015 aux éditions Audi. Alors les pièces de Jean Kantchébé sont jouées et lues dans de nombreux événements culturels en Afrique et au Québec. Il dirige depuis 2013 l'association Escale d'écriture qui organise des ateliers, chantiers, des résidences d'écriture, des cafés et des concours littéraires. Bien, la pièce dont il s'agit de parler aujourd'hui, dont voici la maquette, est initialement issue du 4e chantier d'écriture de Lomé 2005, organisé par les Escales d'écriture, avec l'appui technique et financier de l'association Écriture Vagabonde et la Comédie Saint-Étienne. Ce texte a été présenté en lecture-spectacle à la 6e édition du Festival du Jamais Vu, du Jamais Lu en 2007 à Montréal, au Canada. L'autre bord, c'est le titre du texte, a fait partie des projets africains invités en résidence de création pour la 5e édition des Récréatrales de Ouagadougou en 2008. Cette création a été ensuite présentée au Festival Fil Bleu la même année, en 2008, et à Lomé au FESTEF l'année suivante, en 2009, à Saint-Ouen. Bien, donc, pour ce qui est de la pièce, j'ai dit qu'il s'agit d'un drame familial en 5 scènes, mené par 4 voix. Le père, la fille, le frère et la psyché. La psyché, ça veut dire l'âme du père. Au centre de l'action se trouve le père, dont la présence est permanente d'un bout à l'autre de l'histoire. Il est le produit d'un pays que la liberté, le bonheur et le sens de l'honneur semblent avoir déserté depuis longtemps. Le personnage du père est l'incarnation, pour reprendre la formule du synopsis, de cette société qui n'en est plus une. Le jeu s'ouvre sur un monologue confus du père répercuté à l'unisson par sa psyché. Ce monologue annonce, dès le début, une situation de crise sociopolitique émaillée de violence. L'expression menace radio-télévisée se réfère aux mises en garde que les autorités font pour dissuader les manifestants. Le son de l'harmonica, tel celui d'un clairon de guerre, annonce la suite de ce drame, ou plutôt ce mélodrame, en 5 couplets. Les 4 parties suivantes de la pièce mettent en scène les déboires de cette cellule familiale, dont la décomposition traduit celle du corps social putride dans lequel les personnages évoluent. Le père a sacrifié sa femme, qui se fera violer puis tuer par des hommes armés jusqu'aux dents. La mère, pilier central de la famille, étant tombée, le père verra tour à tour s'en aller, au rythme des manifestations, son fils puis sa fille. Spécimen de cette jeunesse désespérée, qui, n'ayant plus rien à perdre, choisit, si tant est qu'il s'agit d'un choix, de brûler ses rêves sur les routes de la révolte. La longue tirade du fils, c'est une tirade, ça veut dire qu'au théâtre, c'est une parole très longue. Ici, la tirade du fils s'étend sur 3 pages. Alors, la longue tirade du fils qui domine la scène 3 est un appel désespéré à la révolte dans lequel se reconnaîtront tous ces jeunes. Ces intonations très poétiques résonneront longtemps
dans la mémoire du lecteur-spectateur, comme elle résonne dans la mémoire du père qui revit dans un instant de rêve le dramaturge, dans un instant de rêve que le dramaturge introduit dans le texte sous forme de flashback. Voici en quelques mots ce que le fils dit à son père avant de quitter la maison. Il dit ceci: « Des choses, chaque jour, me dévorent en moi et se répand une sorte de venin mortel que j'ai envie de te jeter dans la gorge, comme j'ai envie de te jeter à la face cette obsession qui a pour nom transgression, et te jeter à la figure cette question qui me brûle la tête et la langue. Ma mère, pourquoi est-elle partie? Je réalise que l'homme qui m'a engendré n'a pas réussi à me mettre au monde. Que suis-je avec cette lâcheté qui me colle à la peau? » On sent dans cette langue poétique, dans la fougue du fils, le désir de tuer le père, non pas physiquement, mais symboliquement. L'aspiration légitime de cette génération est de combattre en elle-même les tares de ses aînés, afin de laisser à la postérité un monde meilleur que celui que les aînés leur ont laissé. Mais réussiront-ils à sortir de ce cercle vicieux? Dans ce pays infesté par le despotisme, la médiocrité et la traîtrise, se révolter contre un système avec lequel on n'est pas d'accord, c'est signer son arrêt de mort. Ceux qui veulent vivre n'ont que deux choix: subir la dictature ou rejoindre l'autre bord. Le père en sait quelque chose, d'où son pessimisme. Les enfants, encore trop naïvement impétueux, parviendront-ils à résister à la tentation de l'autre bord? Ce questionnement qui sous-tend l'intrigue inscrit cette pièce dans le théâtre d'analyse. Elle fait, je parle de la pièce, radioscopie d'une société qui, à force de vivre longtemps sous l'oppression, est devenue apathique, incapable de tout sursaut de libération. Mais il s'agit également d'un théâtre de révolte, dans la mesure où prendre conscience d'un mal, c'est déjà commencer à le soigner. Suite à une nouvelle manifestation annoncée par les étudiants qui réclament leur bourse, la fille qui était restée le seul soutien du père va rejoindre à son tour la rue. Il ne reste plus que le père, chef d'une famille qui n'en est plus une. Désormais cloîtré dans le cocon familial, son rôle est réduit à celui de défendre à ses enfants de s'en aller. Dans ce pays en déconfiture, tout hors de la maison semble menaçant. La rue devient une bête féroce qui menace de dévorer les corps et les âmes. Mais la maison est-elle un symbole de sécurité? Les menaces radio-télévisées représentent le rugissement de la bête qui s'infiltre à domicile. La menace, j'ai l'impression que la bête même s'infiltre dans cette maison ici. La menace radio-télévisée représente, disais-je, donc, les rugissements de la bête qui s'infiltre à domicile. De quelle marge de manœuvre dispose un père qui s'est lui-même déjà compromis? Pour reprendre ce refrain du chanteur, ce chef qui n'a plus pour trône qu'un rocher, à l'image des dirigeants de son pays. Lui, le père, qui avait déjà trahi la cause commune en passant à l'autre bord, c'est-à-dire en retournant sa veste pour rejoindre le camp des tortionnaires politiques. Que ce soit au niveau familial ou national, la gangrène d'une société commence toujours par ses dirigeants. Le motif qui sous-tend la trame dramatique est celui du poisson qui pourrit par la tête. Mais à entendre le père, la question se pose bien. Y a-t-il une âme qui habite ce corps? Reste-t-il de lui autre chose qu'une épave vidée de sa substance? La présence du personnage de la psyché, c'est-à-dire l'âme du père, montre que son âme est déjà sortie de lui, n'attendant plus que sa mort biologique pour le rejoindre à l'autre bord de la rive. La psyché représente allégoriquement l'âme sans corps de ce personnage sans âme, qu'est le père. Le père qui défend à ses enfants de s'en aller va retrouver lui-même la rue. Les murs de la maison ne constituent plus qu'une protection dérisoire. Le défi que se lance l'auteur Jean Kanchébé est de représenter la déliquescence, voire la délinquance politique
gangrenant toute une nation à l'échelle d'une famille. Et l'auteur réussit son pari en représentant des corps sans âme, des âmes sans corps, des personnages sans épaisseur, sans mémoire. Dans l'économie de la pièce, on perçoit à travers les dialogues l'image des rues où déambulent des individus zombifiés par l'anomie ambiante. L'incapacité des dirigeants à gouverner de façon responsable leur peuple est le pendant de l'incapacité des citoyens à s'imposer comme sujet de droit, à revendiquer leurs droits les plus élémentaires. À l'image du père, le défaitisme est devenu la chose la mieux partagée. L'héroïsme est devenu un mythe. Voici ce que dit le père. Patrice Lumumba, Karl Marx, Malcolm X. Il y a longtemps, c'est bien loin tout ça. Page 22-23. Plus loin, on lit encore, toujours c'est le père qui le dit, les plus grands historiens, les politologues de notre temps ont cherché à voir ce qui se passe dans notre pays. Elikia Mbokolo, et Joseph Kizerbo, et Cheikh Anta Diop, et encore Patrice Lumumba, Norbert Zongo, ont cherché dans l'histoire une tribu, un royaume aussi mal gouverné que le nôtre, un système aussi mauvais que le nôtre. Ils n'ont pas trouvé. Ce sentiment de dépossession de soi, Kanchebe le partage sans doute avec ses personnages. On peut en juger par l'analogie entre les propos de l'auteur et celui du personnage du père. Dans un extrait que Jean Kanchebe a, d'un entretien que Jean Kanchebe a accordé au Canada, l'auteur dit ceci: je n'écris pas pour dire quelque chose, non, j'écris pour dire tout simplement. Et voici ce que dit le personnage. Le père se retrouve dans la rue et puis il est braqué par un inconnu armé. Il dit ceci, l'inconnu lui dit de ne pas placer un seul mot s'il veut vivre. Alors mais le père dit, mais il le faut. Que voulez-vous au juste? Je parle pour ne pas me taire. C'est impossible de se taire dans pareil cas. Vous savez, la peur. Le mot est lâché, oui, la peur. La peur chez Jean Kanchebe n'est pas forcément celle de mourir par les armes. La peur, c'est la peur de mourir sans avoir pu dire ce qu'on devrait dire. La peur du silence qui pousse l'écrivain face à l'impuissance de l'action collective à prendre sa plume. Avec l'autre bord, le théâtre de Kanchebe s'affirme résolument comme un théâtre d'expérimentation qui s'est frayé son chemin au rythme des ateliers d'écriture, des résidences d'écriture, des festivals, etc. En témoigne le travail de recherche esthétique qui sous-tend l'écriture de la pièce. Je ne vais pas revenir sur le côté esthétique pour ne pas allonger mon... Mais nous retrouvons que l'acteur fait appel à de nombreuses techniques, comme le comique de situation, le comique de parole, les flashbacks dont j'ai déjà parlé, les anticipations, les personnages doubles, etc. Alors le style également est très imagé, avec des sous-entendus locaux, c'est-à-dire qu'il faut être togolais pour comprendre. Mais en même temps, l'auteur s'efforce de faire en sorte que son style puisse être compris par tout lecteur, sans aucune coordonnée géographique, dans tout lecteur venu de tous les autres pays. Alors donc je saute pour dire ceci. Cette accumulation de techniques d'écriture a amené le metteur en scène, Luc Alanda, à dire: il s'agira de pousser les situations de conflit au-delà du réel, pour constater que la trame que nous propose l'auteur va plus loin. Et le metteur en scène poursuit: c'est une pièce remplie de sens et d'une réalité incontestablement actuelle. Page 71. En effet, et ça c'est moi qui continue, l'année où Jean Kanchebe commence, les individus meurent mais le système demeure. Dans un entretien préparatoire que j'ai eu avant-hier avec Jean Kanchebe, il m'a dit modestement: c'est une petite pièce. Je me suis demandé qu'est-ce qu'une grande pièce. Certes, la pièce est brève et sobre dans sa composition, mais l'autre bord est une pièce comme il faut. Une énième tentative de mettre des mots sur le malaise ineffable qui accable les sociétés néocoloniales africaines depuis les pseudo-indépendances des années 1960, suivi 30 années plus tard, dans les années 1990, d'une pseudo-démocratisation qui s'est retournée contre les peuples assoiffés de liberté
et de progrès et qui ont osé lever le front contre les régimes dictatoriaux. Je vous remercie. Merci à vous, Dr. Prima, pour la présentation. Nous allons inviter Ambroise, Delphin et Anita pour le cul. L'homme cherche désespérément du regard quelque chose ou quelqu'un. Un mur d'1,50 m de hauteur longe la rue. L'homme s'arrête à côté du mur, repart dans un sens puis dans l'autre et revient au même endroit, s'arrête puis repart dans un sens puis dans l'autre, revient et s'appuie contre le mur. Le téléphone sonne 2 fois. On entend le son d'un harmonica. La psyché de l'homme apparaît. L'homme s'avance marchant péniblement vers la psyché. Le téléphone sonne encore. Il s'arrête. La psyché se retourne. Les deux se regardent. Hier soir, la soirée était teintée d'une inquiétude aux couleurs de cette menace radio-télévisée. Nous voilà ici, maintenant toi et moi. Nous voilà ici ce soir, ou plutôt ce matin. Je ne sais plus s'il fait jour, s'il fait nuit, ni de quel côté vient le jour. Nous voilà au milieu de ce tremblement de terre. Où que tu te trouves, nous voilà au milieu d'un éboulement total. La nuit prend place où il y a fait jour, il y a seulement quelques instants. D'ici un temps, dans une moitié de temps encore, si tu n'apparais pas, ma fille, ils me prendront et je deviendrai dans leurs mains de bourreau quelque chose qui s'échappe, qui vole, loin. Un papillon, une petite flamme ou un petit cri d'oiseau qui s'envole. Hier, tu étais là, assise, là. Ici commence la scène de la veille. Un salon avec des fauteuils, un canapé et un petit lit. Des murs aux couleurs vertes, des pains et une montre murale au-dessus des étagères sur lesquelles on voit un poste d'élection. Un poste radio et des livres remplis. 2 portes de chambre à coucher. La fille vient s'installer dans un fauteuil. Elle tient des 2 mains une photo qu'elle regarde fixement. Elle la cache dans sa chemise dès qu'elle voit le père entrer. Et tu dis que tu as vu un forcené? Vu, ce n'est qu'un rêve. Une de ces hallucinations qui pourrissent le sommeil quand on est accablé. Avec ma veste s'il le faut, pour retrouver ma mère, la terre qui m'a enfanté. On entend au loin une cloche. C'est l'heure de partir. Adieu. Adieu le père. Adieu la sœur. Adieu. Il s'en va. Le père se réveille. Encore un rêve. Mon fils. Merci à nos chers amis. Nous allons prier M. Wendobetier de nous présenter le 14 11